Ok les amis, bienvenue dans le podcast Limitless. On se retrouve aujourd'hui avec un invité de marque, les amis. Kevin, longue intro, enfin ou courte intro, je sais pas. Vous êtes habitué du podcast, donc normalement vous savez que c'est un peu le bordel. Un petit passif. Dans l'idée, Kevin, vous le connaissez probablement déjà si vous suivez mes contenus depuis... Je crois qu'on s'était fait une vidéo en 2020. 2020, ça fait déjà 4 ans. Ouais. Ah non, je te dis une connerie. 2021. Post-Covid. Exactement. Ouais. Parce que Kevin, en fait, est un ancien client à la base de ma formation Investir dans l'IMO à l'époque. Et entre-temps, tu as fait 1 milliard de trucs. Et je me suis dit, ça peut valoir le coup de t'inviter. C'est gentil. D'échanger. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est partenaire avec AD Gestion aussi. Exact. Et donc voilà, de fil en aiguille. Donc je te laisse te présenter. Moi, c'est Kevin Gabizon. Je suis agent immobilier de profession. Ta caméra est là. Ma caméra est là, donc je te suis. Agent immobilier de profession. Je suis maintenant depuis 10 ans dans le métier de l'immobilier, clairement. J'ai 35 ans. Père de 2 enfants, marié et entrepreneur dans l'âme, je pense, avec le temps, et investisseur à mes heures perdues. Donc on essaie de boucler la boucle sur tous les pans de l'immobilier, sur un sujet tellement vaste qu'aujourd'hui on essaie d'avoir des partenariats naturels et fluides avec des gens qui ont des compétences. Et donc c'est pour tout naturellement qu'on s'est tourné vers toi à un moment donné. On a Très cool. Et alors, juste pour que ceux qui n'ont pas vu notre première vidéo qu'on avait fait ensemble, dans l'idée, toi, à l'époque, tu cherchais à te former sur l'IMO. Je cherchais à me former sur l'investissement. D'avoir un complément, parce que tu bossais déjà dans l'IMO. Moi, j'étais déjà dans l'IMO de profession, donc je connaissais les rouages, le fonctionnement d'un achat immobilier, d'un projet immobilier. Ça, c'était mon métier, heureusement. Mais je voulais avoir des tips, en fait, sur... comment investir, sur quel type de structure, sur éventuellement quel type de montage pour présenter des dossiers en banque, sur lequel j'avais peut-être plus de lacunes parce que moins d'expérience à titre personnel. Donc j'ai souscrit à une formation avec toi parce que tu avais un contenu qui était quand même quali, et d'ailleurs pas de regret. On parle de ça 5 ans plus tard, et donc pas de regret. J'ai réussi à faire beaucoup d'économies d'argent capitalisé grâce à ça, parce que j'ai réussi à lever des dettes. À l'époque, ouais, tu avais... C'était un local commercial, je crois que tu avais acheté J'avais acheté un local commercial à l'époque quand on s'était rencontrés. Depuis, bon, j'ai encore progressé de ce côté-là, donc on est plutôt content, jamais assez content. Ça c'est le problème, c'est quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. C'est les banques. Qu'on a compris comment ça marche, ça en fout. C'est les banques qui disent mais calmez-vous, mais non, j'ai pas envie de me calmer, mais ça fait partie du jeu. Et clairement, en fait, grâce à ta formation, j'ai appris un truc qui m'avait permis de lever pas mal de dettes sans avoir à dépenser d'argent. Si tu donnes des métriques un peu, en termes de... En fait, tous les frais de notaire, je vais te dire clairement, aujourd'hui, je suis à peu près à une levée de dette qui correspond entre 1,3 million et 1,5 million euros sur 4 ans, sur les 4 dernières années, donc ce qui est conséquent. Et en termes d'apport là-dessus, pratiquement zéro. Parce que j'ai. Tu me fous de la merde, les gens ils vont pas nous croire. Non, ils vont pas nous croire, mais tant mieux. Et en fait, pourquoi ? Parce que j'ai levé de la dette avec du tout compris, du clé en main, de l'acte en main. On avait discuté à l'époque. Et c'est ça qui m'a permis de lever de la dette, en montant des dossiers, en faisant des offres, acte en main à mes vendeurs. Et ça a marché, ça a matché. Alors, pas toutes les banques suivent sur ce genre de process. Bien sûr. Mais la mienne me suit, c'est un bon partenaire. Il suffit d'en avoir une. Hein. Déjà, et surtout développer, je pense, le partenariat. En fait, la confiance, la transparence et l'honnêteté avec les banques, aujourd'hui, c'est un point hyper important de ton activité d'investisseur, parce que si tu essaies de prendre les gens pour des idiots, ça ne fonctionne jamais. En tout cas, pas sur du long terme. Moi, ma banque, ça fait 8 ans, 7 ans qu'elle me suit, et ça ne bouge pas. Et donc après, on sait se dire les choses quand ça va ou quand ça va un peu moins, et quand on peut ou quand on ne peut pas. Et ça me permet de pouvoir, moi aussi, avoir un curseur et voir potentiellement s'il faut ailleurs, mais toujours garder un partenariat. On n'est pas mariés, mais le respect, l'honnêteté, la transparence et la fidélité fait qu'un jour ou l'autre, ça paye. Et moi, je recommande même parfois ma banque à mes propres clients, et ils en sont ravis. Donc, en fait, le partenariat, ça se fait dans les deux sens. C'est win-win. Ils me lèvent de la dette, je suis content, ils sont contents de faire du crédit, et derrière, on peut leur apporter une manne de clientèle qu'ils n'auraient pas pu avoir accès. Donc, je pense qu'un partenariat, c'est du bon procédé, du gagnant-gagnant. C'est clair. Non, mais ça là-dessus, moi, tu connais le discours un peu par cœur depuis les années, mais dans l'idée, c'est vrai que faire des partenariats avec les banques, quand je dis partenariat, c'est avoir une bonne relation avec une banque. Ouais. Tu n'es pas obligé d'être milliardaire pour bien t'entendre avec ta banquière. D'ailleurs, Laura, salut. Salut Laura. que je cite, mais dans l'idée, c'est vrai que
si tu es dans un rapport gagnant-gagnant avec ta banque, tu as quand même un bon levier derrière pour négocier des trucs. Bien sûr, non, mais que la moyenne n'arrive pas à négocier. La banque, aujourd'hui, voilà, leur but, c'est de faire du crédit. Ils Ah ont oui. été bridés pendant ces dernières années parce que remontée des taux, parce que difficultés avec toutes les contraintes qu'on a eues, les DPE, les machins. Ça les a pas aidés non plus. Hein. Faut pas croire que Bien sûr. banque ne pas donner d'argent, une banque, son but, c'est de donner de l'argent. C'est de faire financer des projets. Bien sûr. Donc après, il faut juste avoir aussi une régularité, avoir on va dire une sorte de légitimité à demander ça et à bien monter son dossier. Parce qu'aujourd'hui, arriver avec la banque en disant je suis au SMIC et je veux 500 000 euros de crédit, bon, c'est utopiste. Frérot, salut. Ouais, voilà, je change de banque. La banque et en plus, généralement, c'est la banque postale, pour pas les citer. Mais on est sur un process où il faut être régulier, il faut avoir des revenus réguliers, il faut pas avoir peur de payer des impôts. Parce que les gens disent, ouais, mais je vais pas payer des impôts, j'ai envie d'être auto-entrepreneur et prendre ce que j'ai à prendre. Non. Si tu veux, à ce moment-là, soit SDF, tu paieras pas d'impôts. Voilà. T'inquiète pas. Les gens qui ont des aides, ils sont contents d'avoir des aides, mais ils construisent pas. Et sur du long terme, c'est eux qui vont se retrouver prisonniers de leur système parce que quand ils vont arriver à 60-65 ans, ils vont devoir continuer à bosser toute leur vie. Et pour profiter 5 ans, 10 ans de leur vie. Alors que et en plus, c'est pas l'objectif. On en parle souvent sur le podcast, mais si tu bosses toute ta vie pour en plus diviser ton revenu par 2 pour avoir une retraite hypothétique à, je sais pas, 65 ans, 67, 70. Hypothétique, c'est le terme. Parce que t'imagines, genre, toi, t'as 35. Ouais. Techniquement, si t'attendais une retraite, j'ai fait mon calcul de retraite. 30 ans, t'imagines ? J'ai fait mon calcul de retraite, ils m'ont dit 70 ans. Et en bossant déjà 12 heures par jour, tous les jours. Non, mais t'imagines ? Non, mais voilà. 70 ans. Et c'est pour ça que ouvrez les yeux, les amis. Moi, je veux que tous mes investissements. Alors, après, on a amené à faire de l'arbitrage parce qu'on achète aujourd'hui, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, ça sera peut-être pas la même vision. Et on aura peut-être besoin de sortir de la liquidité pour acheter d'autres choses. Et donc, switcher sur un autre bien et revendre ce qu'on avait acheté il y a 10-15 ans. Mais on est libre. Alors, avec toutes les contraintes que ça implique, évidemment. Les travaux, faut pas croire qu'à l'instant de l'immobilier, on va devenir rentier et être ça, c'est bon pour Internet. Dans 5 ans. Ouais, ça fait payer de la formation et c'est très bien. Des masterclass à 1200 balles, même 5000, parce que j'avais vu des trucs à 5000. Ça fait payer le mec qui fait son contenu, mais toi, clairement, tu te fais avoir. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est sur du long terme. C'est un actif à duration très longue. Ça, il faut bien le comprendre. Mais dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu auras raison. Et à chaque étape, tu t'amuses. Enfin, déjà, tu t'amuses, tu apprends des trucs et tu gagnes de l'argent. C'est ça. En fait, c'est toute la difficulté, c'est de prendre en fait, d'avoir en tête que oui, tu vas pas avoir tout payé en une fois. Non. Mais je veux dire, ne serait-ce que sur des plus-values latentes, tu peux gagner une tonne d'oseille. Sur tes cash flows potentiels, si tu fais des bonnes affaires, etc., déjà, tu peux dégager de la marge. Oui. Tu peux renégocier des crédits, donc baisser tes mensualités. Enfin bref. En vrai, tu peux gagner à tous les niveaux. C'est ça qui est fou. Tu gagnes à tous les niveaux. Il faut juste prendre en compte que tu as quand même des obligations, des responsabilités. Un locataire qui ne paye pas, ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Faut pas, en fait, le tableau, il est beau, mais il n'est pas que beau. Bien sûr. Il y a tout cet aspect de risque, parce qu'un investissement n'est pas sans risque. Sinon, ce ne serait pas un investissement. Ça serait une aide, un APL. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais l'investissement, il a des risques. Et le risque se calcule sur un taux de rentabilité plus ou moins important. Tu vas investir dans la Creuse, tu vas avoir un taux de rentabilité à 15 ou 20%. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça implique ? Tu vas peut-être avoir beaucoup de vacances locatives. 2, tu vas sûrement ne pas revendre plus cher, voire moins cher dans 15 ou 20 ans. Donc, est-ce que ton investissement est rentable ? Non, même si tu avais 15% sur le papier. Moi, le papier, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est, j'achète généralement sur Paris ou Première Couronne, parce que c'est une zone que je maîtrise et c'est aussi un qui est très important, c'est maîtriser son sujet. Et du coup, ça me permet de switcher sur une question qui, à mon sens, va intéresser les gens et je suis intéressé d'avoir ta réponse parce que je ne t'ai jamais posé. Mais comment tu as appréhendé le métier de l'immobilier ? Est-ce que c'était un gagne-pain au départ ou tu avais en tête quand même d'investir derrière ? Parce que avant d'avoir ta réponse, moi j'avais, en bossant quand même 5-6 ans dans des boîtes dans l'IMO sans être à mon compte, je me suis rendu compte qu'en fait les gens sont salariés dans l'IMO, mais comme ils pourraient être salariés dans n'importe quel métier, dans le marketing, les voitures, peu importe. Moi, ils n'ont pas la vision de la pierre, ce que ça rapporte derrière. J'ai eu la chance d'avoir un père entrepreneur. Je l'ai accompagné chez le notaire. Donc moi, dès l'âge de 15 ans, je savais ce que c'était un notaire, je savais ce que c'était acheter un bien, je savais ce que c'était prendre un crédit parce que j'ai eu cette éducation-là d'un père entrepreneur qui montait des boîtes, qui réussissait pas. Et ça fait partie du succès, c'est l'échec. Bien sûr. Ou l'expérience, j'appelle pas ça un échec, j'appelle ça plutôt une expérience. Donc j'ai vu mon père faire.
bosser 75 heures par semaine, ramener le pain à la maison et diversifier ses activités, investir, etc., etc. Donc, pour moi, ça a toujours été on va dire une évidence déjà de devenir entrepreneur. Après, investisseur, ça découle finalement. Ouais. À partir du moment où tu entreprends, tu prends des risques. Tu prends des risques qui vont payer ou qui vont pas payer, mais tu prends des risques. Donc moi, déjà à 20 ans, 21 ans, 22 ans, quand je sortais mes études, je voulais déjà créer ma boîte. Mais la vie te rattrape en disant qu'il faut déjà une expérience pour avant de monter quelque chose. Bien Donc sûr. avant de devenir patron, il faut savoir d'abord comment se passe la vie d'un salarié et savoir gravir les échelons et comprendre les systèmes, les rouages. Donc moi, j'ai toujours eu cette idée en tête et à 25 ans, j'ai monté ma première agence immobilière avec un associé dans lequel j'avais aucune expérience, clairement. Moi, je sortais d'une école de commerce, donc l'immobilier, je ne connaissais pas. Je sais que mon grand frère, lui, avait monté sa première agence 4 ou 5 ans avant. Et en fait, moi, l'immobilier, pour moi, c'était pas quelque chose qui m'attirait plus que ça parce que je ne connaissais pas le métier. Moi, j'étais dans le B2B à l'époque et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, mon meilleur ami de l'époque était venu me voir en me disant je monte une agence immobilière. Commercialement parlant, je ne connais personne de mieux que toi. C'était très flatteur. Ça a duré 2 ans parce qu'on n'est pas resté longtemps pour associer. Malheureusement, ça a divergé. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses associés aussi. Ça fait partie aussi du jeu si tu as des associés. Et en fait, on a monté une boîte. Et la boîte, lui, c'était le gestionnaire, moi, j'étais le commercial. Bon, en un an d'immobilier, j'ai réussi à faire pour la boîte 450 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas dégueu. Ce qui n'était pas dégueu pour une première année d'immobilier. Et en fait, je me suis tout de suite Avec pris des au bonnes jeu. marges en plus. Avec des bonnes. De toute façon, c'est que du service. Donc, il n'y a pas de stock. Il y a pas de. Bien sûr. Donc, c'est que du service. C'est que du professionnalisme et un service que tu apportes à tes clients, personnalisé. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui me rappellent 5, 6, 7 ans plus tard en me disant Kevin, tu m'as vendu un bien. Ma mère, mon père, moi, je veux acheter, je veux revendre. C'est que tu as bien fait le taf. Et en fait, le métier de l'immobilier, c'est ça. C'est pas faire une ouverture de porte. C'est vraiment accompagner un client, Bien sûr. rentrer dans son projet avec tact, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires perso dans l'immobilier où tu rentres dans la vie des gens. Et ça, il faut le faire avec vraiment beaucoup de tact. Moi, le métier de l'immobilier, j'ai toujours appréhendé comme un service humain. Tu vois Après, je ne vais pas faire de grands discours en disant l'humain au centre de tout. C'est un fait. Il y a de l'humain, c'est très bien. C'est un mélange. Moi, j'aime l'humain. Donc, j'aime parler, j'aime discuter, j'aime échanger, j'aime m'enrichir des gens. Maintenant, il y a aussi, c'est pas philanthropique, on gagne notre vie si on travaille bien. Oui. Mais c'est pas l'abbé Pierre. Mais si on travaille bien, qui ne gagne pas sa vie, voilà. Ou alors, à moins d'être né riche, mais. Si voilà. on travaille bien, moi aujourd'hui, j'ai réussi à recruter des gens, j'ai réussi à faire gagner la vie à des gens, j'ai réussi à former des gens qui aujourd'hui encore sont des amis, parce que même s'ils sont partis de l'agence, ils sont développés, ils sont partis ailleurs. J'ai un collaborateur qui est resté 5 ans avec moi, qui est parti vivre à Nantes. Mais quand il est parti à Nantes, il a continué quand même à bosser avec moi à distance. Aujourd'hui, il est en train de monter son agence immobilière. Donc, il y a des choses qui se passent et en fait, c'est ce qui fait que tu as un accomplissement personnel aussi. C'est pas que financier. Bien sûr. L'IMO, c'est vraiment beaucoup de choses qui font que ça t'implique vraiment dans ta vie perso aussi. Et donc, oui, investir, ça découlait vraiment de l'idée d'entreprendre parce que c'était une suite logique. Je pouvais gagner ma vie et dépenser ce que je gagnais. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'en faisant ça, tu sautais une étape. Parce que travailler pour dépenser. À quel moment je me repose ? C'est un piège. À un moment donné, je vais fatiguer. Oui. On est humain. À 50 ans, 60 ans, on va être KO. Aujourd'hui, on a la moelle, on travaille de 12 heures par jour. Ça ne nous dérange pas parce qu'on sait qu'on peut le faire. À 45, 50, 60 ans, la vie est plus compliquée. Tu te fatigues plus le matin et tu as plus de mal à te reposer. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que dans 10, 15, 20 ans, je vais pouvoir me poser et savourer le fruit de mon travail. Je le révèle à personne parce qu'aujourd'hui, on pense en France particulièrement que le propriétaire est le riche et le méchant et le profiteur et le voleur, alors qu'en fait finalement l'investisseur c'est celui qui prend le plus de risques. Bah, bien sûr. Et c'est celui qui est détesté par tout le monde. Oui, parce qu'en fait, les gens l'État, le locataire. Parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas d'une part. Bah, L'État va là où ça l'intéresse. Aujourd'hui, l'État n'a pas de vocation à ce que tu arrêtes de travailler. Parce que en fait, l'État c'est une société à part entière. Donc si tu ne cotises plus parce que tu ne travailles plus et que tu es rentier et que tu arrives à faire des montages assez intelligents pour ne pas payer d'impôts, parce que c'est le but aussi, de payer le moins d'impôts possible sur des investissements immobiliers, parce qu'on sait déjà bien avoir. Et on précise, légalement. Légalement, ah oui, bien sûr, mais ça, c'est pas un sujet. L'impôt appauvrit l'ignorant. Oui, bien sûr. Et c'est aussi bête que ça. Les plus riches ne payent pas d'impôts, parce qu'ils ont des montages de sociétés ailleurs, à gauche, à droite, et ça leur permet de pouvoir, en fait, parce qu'ils ont l'avantage d'avoir des fiscalistes, d'avoir des gens qui sont très cotés, très intelligents à ce niveau-là. La classe moyenne n'a pas accès à ça, mais essaie de faire de l'argent parce qu'ils se bossent, etc. Et les pauvres se complaisent ou pas, malheureusement. Il y a aussi une majorité de gens qui ne travaillent pas et qui voudraient travailler, mais que c'est compliqué par rapport à leurs études, par rapport à leur capacité physique ou intellectuelle.
Aujourd'hui, on est dans un système qui est soit noir, soit blanc. Et en fait, il y a du gris aussi. Il y a des mecs qui veulent s'en sortir. Il y a beaucoup d'ailleurs qui veulent s'en sortir, mais qui n'ont pas les rouages. Et les rouages, en fait, ça fait partie de la base. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire les choses. Maîtrise ton sujet. Tu peux tout faire. Tu peux devenir pilote d'avion, tu peux être serveur dans un McDonald's. Il n'y a pas de saut métier. Et tu peux passer de serveur à McDo et piloter un avion. En fait, c'est ça que les gens n'ont pas en tête. La limite, elle est dans ta tête. Exactement. La limite est dans ta tête. Et ça fait vraiment genre des phrases de développement personnel, genre on fait des bisous aux arbres. Crois-moi que j'ai pas le temps de faire des bisous aux arbres. Voilà, on est d'accord. J'ai pas le temps. Je sais que ça paraît trop beau, mais c'est vrai en fait. Ça paraît trop beau et c'est très difficile. Bien sûr. Moi, je vois pas beaucoup mes enfants, à part le samedi et le dimanche, parce que j'ai fait le choix de plus travailler le samedi, et c'était un choix vraiment personnel. Mais je vois pas beaucoup mes enfants. Moi, le matin, je les dépose à l'école. Après, je suis au bureau jusqu'à 21h, 21h30. Donc, c'est un sacrifice avec beaucoup de, je pense, de regrets par la suite, parce que j'aurais vu grandir, oui, j'aurais profité avec eux, oui, mais j'aurais pas partagé tout ce que j'aurais peut-être dû ou pu partager, parce que j'ai voulu leur apporter un confort. Je suis d'accord. Mais en même temps, tu auras, à mon sens, et je te le souhaite, tout le temps et les possibilités à la fois de subvenir à leurs besoins qui, à mon sens, participent au bonheur, je pense. Bien sûr. Et derrière, tu pourras partir très probablement à la retraite largement avant la moyenne des gens. Parce qu'en fait, c'est ça que les gens ont en tête. C'est que, tu vois, je suis d'accord avec ton discours et je suis le premier. Moi, c'est pareil, je fais beaucoup de sacrifices, etc. Mais dans la vie, est-ce que tu préfères être en 9h, 17h jusqu'à tes 70 piges pour gagner une retraite de misère? Non. Enfin, comment tu vas subvenir aux besoins de ta famille dans ce cas de figure-là? Alors que là, certes, tu fais des sacrifices tôt, mais tu as 35 ans, je veux dire, tu es jeune. Tes enfants, ils ont quel âge? Ils ont 10 ans et 6 ans. Putain, 10 ans, donc tu as eu un enfant jeune quand même. Hein. J'ai toujours voulu entreprendre. Exactement. Et j'ai aussi un moteur, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on arrive à tout ça tout seul. Aujourd'hui, j'ai des enfants, comme tu dis. Et du coup, tu as une femme, mais en fait, j'ai mon pilier. Bah oui. Tu as un pilier parce que tu peux pas... Enfin, moi, je sais très bien que je pourrais pas travailler 10-12 heures par jour si j'avais pas ma femme qui s'occupait de mes enfants, qui s'occupait de leur éducation scolaire, éducation personnelle, et qui leur apprenait des valeurs. Et moi, mes enfants me voient faire et me disent « Papa, tu travailles trop ». Oui, je travaille trop. Tu t'en rendras compte plus tard pourquoi. Je les implique même pas à savoir on est propriétaire, pas propriétaire. Ça ne les regarde pas. Moi, je pars du principe où tu vas avoir si tu mérites. Moi, j'ai un principe de méritocratie. Dans la vie, tu as si tu mérites. C'est pas parce que tu es plus gentil, plus intelligent, que tu vas avoir. Et en fait, j'essaie d'appliquer ce concept-là de vie à mes enfants aussi. La méritocratie. Mes enfants savent rien de ce que je fais ou ce que je fais pas. Moi, mon but, moi, j'ai un objectif, c'est de vous ramener ce que je peux vous ramener. Vous, votre objectif, c'est de bien travailler à l'école, d'écouter vos parents. Le reste, c'est de la littérature. Et c'est un deal en fait que j'ai avec mes enfants. Tu veux, tu mérites, tu as. Tu veux, tu mérites pas, tu n'as pas. Et en fait, c'est comme ça dans la vie avec les gens. Et en fait, personne ne te fait de cadeau. Bien sûr. On doit aller chercher. Avec plus ou moins de force, plus ou moins de capacité intellectuelle ou physique, mais il faut aller chercher. Personne ne te donnera quoi que ce soit dans la vie. Et alors oui, c'est du développement personnel parce qu'on en parle comme ça et pour nous, ça nous paraît évident, mais parce qu'on est dedans. Que ce soit toi, moi, on est dedans. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour gagner en tant que chef d'entreprise, c'est que déjà, tu as payé pas mal de monde pour arriver à te payer toi-même. Non, mais quand je pense que, franchement, ça me fait plaisir de discuter avec toi parce que je sais que tu te bouges, etc., et que tu entreprends, etc. Honnêtement, les gens peuvent penser que là, on est en train de s'auto-congratuler, etc. Mais ça fait plaisir aussi de temps en temps. Non, mais c'est sincère. Je veux dire, tout ce qu'on se dit, on ne se l'est pas scripté avant. Mais c'est juste une réalité, c'est qu'à un moment donné, si tu veux avoir des choses, il faut bosser. Et genre, il n'y a pas de secret. Genre. Personne ne te donne. Et derrière, comme tu le dis, c'est quand tu as une boîte, tu payes l'État, tu payes les charges, tu payes tes salariés, tu payes tes logiciels, tu payes ton loyer, etc. Ouais. Et s'il reste un peu d'oseille, c'est pour toi. Tu te payes. Et donc, si tu es smart, tu optimises tes coûts, etc., il te reste de l'argent et du coup, tu te payes bien et du coup, tu gagnes bien ta vie et du coup, tant mieux. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un entrepreneur sur 2 qui se casse la gueule au bout de 5 ans. Oui. Je ne sais même pas si c'est pas 2 ans. Et voilà. Et donc, en fait, tu es un putain de survivant, genre, quand tu tiens. Donc, après, ton argent, tu le mérites. Tu dors pas beaucoup. Bah ouais. Tu réfléchis beaucoup. Tu cherches des solutions tout le temps. Bien sûr. Ce qui fait que c'est jouissif parce que on aime ça ou on n'aime pas. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Non. En fait, c'est un fait. Clair. Ni investisseur d'ailleurs. Dire ouais, je suis plus intelligent parce que je suis entrepreneur, c'est faux. T'es pas plus intelligent. C'est simplement que t'es plus résilient.
Il y a des gens à qui ça va très bien de faire du 9h-17h et qui gagnent bien leur vie, ou en tout cas qui se contentent. Et peut-être c'est les gens les plus heureux finalement, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher plus et que leur vie leur va très bien. Et tant mieux pour eux, et ça se respecte aussi. Mais il faut être bien entouré, surtout. Je suis d'accord. Moi, aujourd'hui, j'ai mes associés. Aujourd'hui, j'ai développé encore d'autres activités, on pourra en parler, mais je me suis associé avec des gens de qualité, solides, fiables, en qui une parole est une parole. Et ça vaut plus que des papiers pour moi. La parole, un serrage de main quand tu vois dans les yeux, ça vaut plus que de la parole. Bien sûr. Et tu as aussi tout ce qui gravite autour de la société, ton expert comptable, ton avocat, ton juriste, tes conseils. Moi, mon expert comptable aujourd'hui, j'en suis aussi là beaucoup grâce à lui, parce que il m'a ouvert des portes, il m'a ouvert les yeux sur certaines choses où moi je m'angoissais, me disant mais non, sur ça ne t'inquiète pas, ça tu vas faire ça comme ci, comme ça, comme ça. Ouais. Donc l'entourage est très important. Les gens qui te diront c'est pas possible, laisse tomber, écarte-les. Ah ouais. Complètement. Mais que ce soit, en fait, la grosse difficulté, c'est que parfois c'est la famille. Et c'est généralement Mais la famille qui te même dit ça. si c'est la famille, putain, tu te mets des œillères. Clairement. Et à la limite, moi, ce que je dis souvent, c'est ne parlez pas de vos projets. C'est le pire truc. Jamais. Faut Laisse les résultats parler. Exactement. Voilà. Le succès parle pour toi. Et au-delà de ça, c'est que les gens, quand ils te disent c'est pas possible, laisse tomber, c'est que ces gens-là, en fait, se limitent eux-mêmes. Et en fait, et ils veulent pas que tu les dépasses. Pour eux, ce n'est pas possible. Et le fait que tu veuilles les dépasser, bah, en fait, tu restes pas dans ton cadre dans lequel ils te connaissent. Et ça les dérange. Parce que tu vas en fait, c'est pour ça que généralement, quand tu changes, on va dire socialement parlant, les gens disent tu as beaucoup changé, tu n'es plus le même. C'est pas moi qui ai changé. Moi, j'ai évolué. Toi, tu as stagné. Bah oui. Et ça déplaît. Le changement, on a un peu une méthode. En fait, on est dans un pays judéo-chrétien. On est dans un pays judéo-chrétien où l'argent est quelque chose de tabou, sale, pas forcément accepté par tout le monde. Tu vas aux États-Unis, un mec qui va développer un magasin de cookies, il va te développer une franchise en même pas 3 ans, alors que toi, le mec, il va rester dans son petit quartier avec son 22 mètres carrés à Paris, parce qu'il va dire je vais pas faire trop de vagues. Et il veut surtout pas gagner un petit peu plus parce qu'il a peur de payer des impôts. C'est ça. Alors qu'en fait, payer des impôts, c'est un signe de bonne santé. C'est Exactement. comme quand ton cœur bat, quoi. Plus ton cœur il bat, oui. plus c'est que ça va. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'équipe. C'est que quand tu es à l'école, t'as pas le droit de copier sur tes camarades, etc. Parce que sinon, tu as des sales notes. Clairement. Mais en fait, genre, c'est un truc, c'est aberrant, mais c'est complètement l'inverse quand tu es entrepreneur. C'est que tu vas te mettre avec le meilleur qui était en maths parce qu'il est devenu le meilleur en finance, parce que ça va devenir genre ton meilleur atout. À l'inverse, le mec qui était pas forcément celui qui suivait le plus, mais qui a un bête de commercial, etc. Après, dans sa carrière, t'en as besoin pour ta boîte. Et en fait, tu es un putain de chef d'orchestre, genre. En fait, c'est aussi bête que ça. Ça s'appelle des catalyseurs. Il y a des gens qui sont faits pour entreprendre et des gens qui sont faits pour suivre. Exactement. Qui ont besoin d'un cadre. Mais c'est pas dire qu'ils sont moins importants. Non. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y a des commerciaux qui sont très bons et qui pourraient être très mauvais en gestion. Donc monter une société pour eux, ça serait un échec assuré parce que l'argent, ils confondraient chiffre d'affaires et bénéfices. Et c'est généralement le commercial, quand il gagne 100 000 euros, il pense qu'il y a 80 000 euros, c'est pour la Ferrari. Sauf qu'il n'a pas compris qu'il y avait des impôts qui passaient avant et des charges qui passaient avant. Mais bon, ça fait partie du jeu. Le gestionnaire, lui, il dit non, il ne faut pas le faire parce que c'est trop risqué. Et tu as l'entrepreneur qui a une vision à long terme et qui dit ok, j'ai les pour, j'ai les contre, on essaye en minimisant les risques. Et en fait, c'est ça le métier d'entrepreneur. Bien sûr. Que tu sois dans l'immobilier ou que tu sois loueur de voiture, c'est de développer en disant la limite, c'est moi. Si je fais les choses bien, je prends du recul sur les choses. En fait, il faut toujours être au-dessus de la mêlée. Bien sûr. Pour avoir une vision. Il faut avoir du recul. Entre ceux qui disent il faut y aller et ceux qui disent il faut pas y aller, bah toi tu prends ta décision. En fait, c'est le choix de Salomon. Mais bien sûr. Et tu vois, typiquement, nous, on s'est connus juste ouais, je pense que tu as dû acheter la formation. Mais attends. Tu sais quoi ? J'ai acheté en avril 2021 le local. Ah, c'est ça ? Ouais. Ah, oui, donc alors. Ah merde, on n'a pas Internet ici. Mais je pense que tu as dû acheter la formation au tout début. Quand elle est sortie, je dirais en 2020. J'étais l'un des premiers à l'acheter la formation. Genre peut-être en 2020. Ouais. Tu vois, typiquement en 2020, on va pas citer ce qui s'est passé parce que sinon on va être striké sur YouTube, ça me fait chier. Ouais. Mais il y a eu une petite pandémie, truc, on se rappelle. Léger. Vite fait, on sait de quoi on parle. Bref. Combien de personnes ont parlé chinois à cette époque avec tout le respect que j'ai pour les Chinois, salut. Ouais, c'est les gars. Mais non, c'est pour l'expression, mais dans l'idée, combien de personnes n'ont rien fait, ont eu peur pendant cette fameuse période. Et en fait, l'énorme écart, moi honnêtement, j'ai creusé l'écart à cette période. Enfin, je sais que ça a été un énorme accélérateur pour moi, que ce soit sur la partie IMO, la partie même business en ligne, etc. Et en fait, le nombre de personnes qui se sont dit « Ah non, oulala, on est paralysé, on fait rien, machin »,
Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est systématiquement une nouveauté. Là, ça va être l'Ukraine. Là, ensuite, ça va être truc. Là, ça va être les punaises de lit. Petite passe D, t'as compris? Punaises de lit. Oui, ouais. Non, mais en gros, à chaque étape, on va te dire ah non, là, il y a des problèmes d'insécurité et trucs. En fait, ça ne veut pas dire qu'on ne vous dit pas qu'il n'y a pas de problème, mais tu es obligé de prendre de la hauteur, du recul et regarde à 10 ans, 15 ans, 20 ans, où est-ce que tu veux aller? Le monde aujourd'hui va trop vite. Beaucoup trop vite. Donc, soit on se dit, je ne veux pas rentrer dans ce moule-là et je veux en sortir de ce système et on vit comme un ermite et ça va très bien. Il y a des gens qui vivent sur des plages et qui vendent des coquillages et ils sont très heureux. Et qui sont déconnectés de la vie urbaine et qui sont très heureux. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette. Il y a juste sa recette à soi. Et il y a des gens qui disent, moi, finalement, la vie va trop vite. Bon, bah ok, au lieu de marcher à pied, bah, je vais prendre ma planche de surf et je vais surfer sur la vie. Bah. Et en fait, la vie, c'est du surf. Donc, oui, il y a des pandémies, oui, il y a des obstacles, mais soit tu les prends en frontal et tu te dis, bon, bah ok, mur, j'arrête. Soit tu te dis, bah non, je vais trouver la solution pour contourner le mur, pour l'escalader et pour voir éventuellement voir ce qui se passe derrière. Parce que généralement, ce qui se passe derrière, c'est toujours mieux. Mais ça prend du temps et ça prend de l'énergie et ça prend du sacrifice. Et ça, en fait, les gens aujourd'hui veulent tout très vite. Les jeunes, par exemple, aujourd'hui, ils veulent consommer de tout gratuitement très vite. On n'attend plus pour aller voir un film, on veut le streamer, c'est toujours pareil. En fait, aujourd'hui, on n'est plus dans l'avantage de nos parents, parce qu'on est à peu près de la même génération, c'était qu'ils avaient la patience. Il y avait une époque qui était plus favorable, forcément. Ils ont connu l'époque sans téléphone portable. Et en fait, quand un mec, il avait rendez-vous à 15h. Il se pointait au rendez-vous. Il avait rendez-vous à 15h. Exactement. Le mec, aujourd'hui, il a son téléphone portable. On a dit rendez-vous à 15h. Et donc, il a son agenda, son téléphone portable, ses SMS, ses rappels. Et il arrive quand même à 16h30. Tu te trouves ça dingue. C'est que tu dis que le mec, on s'appelait de la maison, on a rendez-vous à 15h. À 15h, le mec, à moins 10, il était là. Aujourd'hui, le mec, il arrive à tomber en retard alors qu'il a tous les moyens de locomotion possibles. Il peut arriver bien en avance, sauf qu'en fait, il se déborde parce qu'il est trop sur Instagram à scroller. Exactement. Donc, aujourd'hui, on veut tout de suite et facilement. Du coup, on n'a rien jamais. Et on n'a rien jamais. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que... Parce que c'est long et c'est beaucoup de responsabilités. Et tu vois, on parle typiquement de mon local commercial. J'en suis très content, mais mon locataire, il m'a fait des dingueries. Que j'ai dû gérer avec le syndic, que j'ai dû gérer avec la copro, que j'ai dû gérer avec plein de choses, parce que ça fait partie du jeu. Et que tu peux pas arriver du jour au lendemain en disant bah, j'ai acheté un bien et puis 20 ans plus tard, il s'est rien passé, j'ai gagné de l'argent. Bien sûr. Tu as des dépenses à faire, tu as des investissements à faire, tu as des sacrifices à faire, tu as des impôts à payer. Tu as du stress. Tu as du stress. Tu reçois un mail à 20h de ton syndic qui dit ça va pas. Il pleut dans l'appartement. Il pleut dans l'appartement, votre locataire il a des souris, il a des cafards. Ça peut arriver. Bien sûr. Ça fait partie du jeu. Bon. Le locataire paye pas, ça fait partie du jeu. Il y a des solutions. Il faut juste savoir bien, encore une fois, s'entourer, avoir le bon avocat avec les bonnes solutions, tout de suite réagir. C'est pas évident. Il n'y a rien d'évident. Mais en fait, si on veut de l'évidence, on veut de la facilité, on veut de la médiocrité. Et c'est surtout, est-ce que, en fait, tu vois, nous, on dit ça comme si en face, on me proposait un parcours genre hyper facile. Mais est-ce que c'est facile de prendre le métro genre toute ta vie pour aller au travail pendant 40 piges, 45 ans, 47 ans, avant d'avoir ta retraite, pour avoir un revenu moyen, un patrimoine moyen, dans une vie moyenne, etc. Putain, est-ce que c'est pas le plus dur au final ? Est-ce que gérer des mails, des galères... La rat race n'est pas non plus simple. Elle est même des fois mais moi, plus je pense compliquée. que c'est le pire. C'est beaucoup plus dur. En fait, tu vas travailler toute ta vie pour pouvoir combler un découvert. Exactement. Et peu importe ton niveau de revenu. Hein, parce que... Il y a des mecs qui gagnent 5 000 qui dépensent 10 000. Mais bien sûr. Il y a des mecs qui gagnent 20 000 qui dépensent 40 000. Ils sont toujours à découvert, ils ont toujours des problèmes. Donc le mec qui gagne 1 200 euros ou 1 500 euros par mois, il est plus légitime à avoir ce problème-là. Et on va plus le comprendre et on va pas l'excuser, mais légitimer le fait qu'il soit toujours à découvert parce que la vie à Paris, en tout cas en région parisienne, est très chère. Donc après, parfois des gens n'ont pas le choix de rester sur cette région et donc ils payent cher pour pouvoir avoir ce cadre de vie. Donc à risque pour eux parce que c'est quand même très compliqué de rester à Paris avec 1 500 euros par mois aujourd'hui. C'est quasi impossible. Tu fais de plein de courses et encore c'est bien. Ton loyer déjà il est minimum à 800 euros. Donc voilà, ça va très vite. Mais des gens qui n'ont pas le choix et ces gens-là à la limite ils sont plus légitimes à ne pas pouvoir s'en sortir et c'est ces gens-là qu'il faut aider en France. Honnêtement, bien sûr, mais tu vois, typiquement moi 99% de mes contenus sont gratuits. Je le fais en partie aussi pour ces gens-là parce que je m'identifie à ces gens-là parce que j'étais comme eux. On est comme eux. Tu vois, et ça me rend fou d'avoir parfois, même dans des élèves, etc., des gens qui sont, tu sais, ils ont 18 ans, ils se disent
Ah non, mais je gagnerai jamais plus de 4000 euros par mois. Mais frère, mais. Non. Et oh, ouvre les yeux, genre. Toi, Moi, si tu dis ça à 17 ans, 18 ans. Soit ça, soit je veux devenir influenceur aujourd'hui. C'est un peu comme ça. Ouais, mais après, genre, tu vois, je faisais un autre podcast juste avant avec, avec d'autres invités. Dans l'idée, c'est dingue d'avoir si peu de gens qui s'intéressent vraiment au travail et ce que le travail peut te rapporter. La valeur. Exactement, parce que c'est bien d'être connu, mais si t'es connu pour rien, c'est de la merde. Et en l'occurrence, en plus, être connu, je suis pas sûr que ce soit franchement l'idéal. Honnêtement, vaut mieux. Je peux demander à Kylian Mbappé, il vient de dire, il a fait une déclaration comme quoi il rêverait de pouvoir acheter son pain sans être reconnu. Oui. Voilà. C'est qu'il y a quand même une difficulté à l'être. Et je crois que c'est le rappeur Nino, c'est pareil, genre c'est le premier à s'en plaindre, etc. Honnêtement, être connu, c'est chiant, genre vaut mieux être inconnu, mais par contre blindé. La réussite discrète. Exactement. La réussite discrète. Il y a des gens que je connais qui se font très bien dans la vie, mais quand j'ai l'exemple du père d'un ami à moi, quand j'étais à l'école, le matin, il le déposait en Twingo. 1, noir, 2 places. Et en fait, je me suis dit, ouais, bon, normal, quoi, ça va, tout va bien. Sauf que le week-end, quand il n'allait pas au travail, qui était chez lui, il avait une maison qui faisait peut-être 400 ou 500 mètres carrés, avec piscine intérieure, spa extérieur, machin, enfin, la totale, et Ferrari dans le garage. Je vais te dire. Il faisait pas de bruit. Mais c'est incroyable que tu me dis ça, parce que ce matin, et je te jure que c'est pas un mytho, ce matin, je me faisais la réflexion. J'ai eu l'occasion, une fois dans ma vie, de rencontrer un milliardaire et j'ai passé des vacances chez lui. Mais c'était via des contacts, bref. Quelle était sa putain de voiture ? Mais ça m'a marqué et ça me marquera toute ma vie parce qu'en fait, je t'expliquerai après, j'ai fait un switch sur ma voiture, bref. Il roulait en Renault Espace. Alors, certes, c'était un Renault Espace full option truc initial, etc. Il avait un chauffeur. Mais putain, c'est un Renault Espace, genre. Et pourtant, on est allé chez lui, on est parti du Bourget en jet privé, on a atterri genre dans le sud de la France, à Nice. Et après, lui, il arrive chez lui en hélico. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, quand je vois des jeunes qui rêvent d'avoir direct genre une montre, un t-shirt où il y a marqué genre Gucci de pigeon. Non mais voilà. Je suis en Apple Watch. Mais t'as compris. Et je veux pas de Rolex, et je veux pas de Ferrari, mais et je veux pas tout ça. C'est ça. Je pourrais m'acheter une Rolex aujourd'hui, clairement, c'est pas inaccessible. Hein. Mais en fait, c'est 100 fois mieux investi ailleurs. 10 000 euros, 15 000 euros, et c'est un investissement en soi, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Donc c'est bloquer de l'argent sur un produit que tu vas laisser en banque ou tu vas mettre de temps en temps pour te faire plaisir. Mais pour faire plaisir à qui ? Parce que moi, ma montre, je pense que mon Apple Watch, sans faire de pub pour Apple, me donne plus d'informations qu'une montre Rolex. Exactement. Même si le Rolex, c'est quand même une manufacture qui est très intéressante. Mais ça fait le job. Et ça t'évite d'attirer l'œil, les mauvais regards, les agressions. Il y a beaucoup d'agressions pour les montres à Paris, machin. Je m'entraîne. Et non, mais voilà, tu vois, c'est... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, moi, typiquement, j'ai fait l'erreur d'avoir acheté une voiture qui me plaisait genre un peu tôt. C'était pas non plus une Ferrari, hein, mais je sais pas, j'ai mis genre quasi 50 000 euros dans une caisse. Parce que j'estimais que j'avais gagné assez d'argent pour me dire, vas-y, ça y est, je me fais un kiff et tout. Et franchement, avec le recul, je vous dis la vérité, j'ai revendu ma voiture, j'ai encaissé l'oseille, je l'ai investi dans 2 projets IMO. Et en fait, cet argent sera 100 beaucoup d'argent. Mais bien sûr. Et les gens se rendent pas compte. Ils veulent direct, genre, tu vois, je donne des cours dans une école. Il y a parfois des élèves qui ont de l'oseille, de famille, machin, etc. Ils rêvent tous d'avoir des Rolex, des trucs, mais ouvrez les yeux. C'est tellement rien. C'est peanuts. On parle de quoi ? 15 000 euros, 10 000 euros ? T'es 10, 15 000 euros. Regarde, dans un apport. Regarde, exactement. Combien on lève avec ça ? On lève 150 000 euros. Ouais. Ton truc, dans 20 ans, tes 150, ils en valent plus 150, ils en valent 200, 230. Tu prends l'immobilier de 2000 à 2020, bah oui. On a fait, de 2004 à 2024, pardon, on a fait x3. Tu as levé 150 000 en 2004. Aujourd'hui, ton 150 000 vaut 450 000, 500 000 euros. Exactement. Ta Rolex, tu l'as peut-être acheté 10 et elle vaut peut-être 15. Donc tu as fait tu as rajouté 50%, mais tu n'as rien gagné. Bien sûr. C'est un plaisir. J'entends, moi, mon frère, par exemple, est passionné de voiture. Ma femme adore les montres. Mais il y a des choix à faire. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans le choix ou de me dire que j'ai 15 000 euros à mettre dans une Rolex parce que je pourrais le faire si je prenais le principe où je gagnais pour dépenser. Bien sûr. Mais en fait, quand j'ai 15 000 euros, je me dis où je peux les placer. Exactement. De l'action, de l'IMO, de la bourse, de la crypto. Qu'est-ce que je peux optimiser dans mon business ? Fais quelque chose. 15 000 euros. L'argent, il dort. Quoi qu'il arrive en banque, il dort et c'est pas toi qui en profite, c'est la banque. Parce qu'elle a fait des intérêts dessus. Donc, essaie de faire de l'intérêt sur ce que tu crées. Bien sûr. Tu crées de la valeur à ce que tu as créé toi-même. Donc, c'est
tout un système de mindset qu'il faut changer aujourd'hui, où tu dois avoir une vision beaucoup plus long-termiste. Bien sûr. Je sais pas si ça se dit, mais ça se dit pas, mais je vais quand même le placer. Non, Long-termiste, nouveau mot. Becherel. On note. Voilà. Donc il faut avoir une vision à long terme aujourd'hui et qui permet de pouvoir avoir dans 10, 15 ans, dans 20 ans. Parce que oui, beaucoup de sacrifices, oui, beaucoup d'interdits, parce que tu pars peut-être moins en vacances, parce que tu dépenses moins dans les fringues de luxe. Mais en même temps, ton truc Gucci que tu as payé 800 balles, parce que là j'étais sur un sujet avec mon associé hier, un t-shirt Gucci à 850 €. Mais t'es un pigeon. C'est beau. Franchement. Mais moi, je préfère mettre 850 chez Kering, tu vois, qui possède Gucci. Et comme ça, je touche des dividendes sur les pigeons qui achètent ces putains de t-shirts. Acheter un iPhone, c'est super. Ton iPhone, dans 3 ans, il vaut quoi? Zéro. T'as acheté des actions Apple, elles valent quoi? x4, x2, x1. Exactement. Donc, après, bien sûr qu'on a le droit d'avoir de se faire plaisir de temps en temps. Moi, j'ai un iPhone parce que... Moi aussi, mais c'est payé par des boîtes, des trucs. On a des c'est un outil de travail. C'est notre arme de En plus, service. on l'amortit sur 3 ans. C'est un petit clin d'œil à mes élèves. Ouais. C'est de l'amortissement. En fait, c'est bien sûr. Comme ton MacBook, ton iMac, ton PC, ce que tu veux. Aujourd'hui, tu vas le prendre sur une boîte parce que ça ne te coûte rien personnellement. Tu n'as pas besoin de sortir une fiche de paye pour sortir un iPhone à 1500 balles ou à 1200 balles. Et en l'occurrence, c'est un vrai outil de travail. Tu crées de la charge, et c'est un vrai outil. Pour nous, c'est un vrai outil de travail parce que c'est notre métier principal, c'est d'être au téléphone. Mais acheter un iPhone à 1500 balles et dire je galère, tu te moques de nous. Et tu vois, moi, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est pareil, moi, je prends jamais les transports en commun. Tu vois, j'ai fait une croix dessus pour plein de raisons, sécurité, trucs. Saleté, tout. Aussi. Je déteste ça. Ouais. Et rien que par principe pour... bref, non, on va pas rentrer dans les sujets politiques. Mais dans l'idée... Tu parles de Yann? Je parle de AH. AH. Mais dans l'idée, quand je vois des gens rentrer dans le métro avec genre des chaussures, je sais pas, Balenciaga ou je sais pas quoi, je sais pas, il y a un problème. Il y a un sujet. Il n'y a pas de logique. C'est comment tu peux avoir un sac de marque, comment tu peux avoir genre tes fringues de marque, machin, où tu envoies genre des 1000 balles dans des fringues, des trucs, et tu prends le métro, mais je sais pas, il y a pas un sujet genre. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le tout de suite. Exactement. Je préfère m'acheter un iPhone parce que je vais ressembler à une caste de personnes et tout de suite, plutôt que de me dire je vais bosser sur un truc qui va durer 10-15 ans pour devenir ce qu'ils sont eux aujourd'hui. Bien sûr. Et en fait, les gens voient le maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais pouvoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur les réseaux sociaux, truc. Voilà. Nombre de personnes qui me disent t'as un conseil pour gagner de l'argent vite? Bah non, frère. Sinon, je l'aurais fait. Quand je pars en vacances pendant 3 semaines et que quand je rentre à Paris, je mange des pâtes, bah pose-toi la question, est-ce que tu n'aurais pas fait mieux de travailler pendant 10 jours? Partir ou même 10 jours? Ne pas partir cet été. Pas partir, c'est pas grave. Pars pas cet été, voilà. Mets-toi sur ton projet. T'as pas le temps l'année? Ok, bah vas-y, pose tes vacances cet été. Tu pars pas, tu te mets à bosser sur ton projet. Il faut se fixer des objectifs. En fait, c'est juste une question de se fixer des objectifs dans la vie. Toi, tu veux voir sur du court terme et à ce moment-là, tu feras que du court terme et ça te va très bien, tant mieux. Parce que je connais des mecs aussi qui gagnent 20, 30 000 euros par mois et que la semaine, ils travaillent comme des acharnés, mais le week-end, ils font les idiots à aller au Galeries Lafayette à dépenser des 40 000 euros. Tant mieux pour eux. Je leur souhaite de dépenser plus. Mais quand tu leur parles à ces gens-là, qui ont 25 ans, 30 ans... Il n'y a pas d'assets. T'as acheté quoi avec? Ah bah rien, je suis locataire, j'habite chez mes parents, avec ma femme on a pris un appartement en location, mais pourquoi t'as pas acheté? Parce qu'on déclare pas tout, parce qu'on fait pas ci, parce qu'on fait pas ça. Ok, très bien, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui restera? tu auras la même moelle qu'aujourd'hui à travailler, à ramener cet argent-là? Peut-être pas. Mais est-ce que ton business existera encore? Est-ce que ton business existera encore? Est-ce que ça ne sera pas un peu désuet? Est-ce que ce ne sera pas quelque chose qui sera repris par la concurrence beaucoup plus fort, beaucoup plus grand? Mieux, etc. En fait, aujourd'hui, c'est pour dans 10 ans. Et hier, c'est pour aujourd'hui. Donc, il faut toujours avoir un train d'avance sur ce que va devenir ta vie. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, je pourrais me dire que j'aurais pas fait tous ces investissements-là. J'aurais été peut-être dans une plus belle maison parce que j'aurais acheté ma maison en résidence principale à 1 million d'euros. Ma femme aurait été ravie. Mes enfants auraient eu un jardin de 2000 mètres carrés. Super. Et j'aurais été assis sur un produit qui ne me rapporte pas, qui me coûte de l'argent. Aujourd'hui, je suis dans un petit appartement, limite un peu trop petit pour nous. Même limite trop petit pour nous, mais ça nous convient. Et j'ai développé à gauche, à droite. Et j'ai diversifié mon risque. Mais bien sûr, mais en fait, de toute façon, on n'a rien sans rien. Et tu vois, je le connais pas personnellement, mais Anthony Bourbon, j'apprécie le personnage, tu vois, même si... Il vient vraiment de rien, lui, pour le coup. On aime ou pas, hein, mais voilà. Je pense que c'est un mec clivant et j'aime bien les mecs clivants, tu vois. Ouais. Dans l'idée, c'est un mec, c'est le premier à te dire qu'il vivait dans 40 mètres carrés jusqu'à l'année dernière, tu vois. Ouais.
Et pourtant, il est multimillionnaire. Je sais même pas si. Non, il est pas milliardaire, mais il est pas loin en tout cas. Il est peut-être en centaines de millions, ou au moins en dizaines, en plusieurs dizaines. Ouais, non, je pense qu'il est même en centaines. Et au-delà de ça, c'est qu'on compte même pas ses sociétés. Et bien sûr. Donc, non, mais voilà. Fortune personnelle, déjà, il nous arrache tous. Exactement. Parce qu'il a travaillé pour. Et ouais, il se retient. Et j'ai eu une stat que moi j'adore les stats. Je suis un peu passionné, je suis un peu chelou avec ça, mais à ton avis, c'est quoi l'âge moyen aux États-Unis d'un self-made man qui devient millionnaire? 30 ans, 35 ans. Un peu plus? Un peu moins? Plus. 40 ans? Plus. 50 ans? 47. Ah ouais. Le premier million en moyenne de tous les self-made aux États-Unis, c'est 47 ans. Tu vois, tous les mecs qui se branlent à 20 ans, ils veulent être milliardaires et avoir un truc. Mec, j'ai investi en crypto, j'ai tout revengé avec mon papa, ça n'existe pas. C'est du bullshit. C'est le long terme. Le long terme. Et c'est pour ça que ne brûlez pas, genre. Ah, je te suivais pas sur le. J'avais pas compris ta question à la base. Je pensais qu'il y avait des mecs. Est-ce qu'il y a des mecs qui vont créer des boîtes vite aux États-Unis? Oui, ils ont toujours cette tendance entrepreneuse. Bien sûr. Non, je te parle là, en gros, le mec genre, le patrimoine net de dette, genre le million d'euros, le cap du million d'euros, genre atteint en capital pur mobilisable, c'est 47 ans en moyenne. C'est tard, moi, je trouve. Tu vois, moi, je m'attendais à ce que ce soit 30 ans. Ouais. Et tu vois, la preuve, d'ailleurs, tu m'as dit 30 ans aussi. Ouais, ça. Et en fait, je pense que dans la tête des gens, ils ont tellement des exemples fous. Genre, tu vois, on parlait d'Mbappé. Bon, c'est sûr que Mbappé, il a un talent, il a pillé le game. Il a un talent, il a un don, il a une passion, il a travaillé tous les jours. Exactement. C'est du mérite. Et c'est 1 sur 70 millions de Français. C'est combien de. Voilà, j'avais vu, moi, un article comme quoi il y a sur un centre d'entraînement de 200 000 joueurs, ils en retenaient 1000. Sur les 1000, ils en retenaient 50. Sur les 50, ils en retenaient 2. C'est sûr que si tu regardes les deux, bon bah ok. Tu regardes Mbappé, tu regardes Messi, tu regardes Neymar, tu regardes même, tu regardes même les joueurs, pas que du PSG, tu as aussi des joueurs d'autres clubs que j'aime beaucoup moins. Bien sûr. Mais oui, mais c'est les exceptions. Mais bien sûr. Ces mecs-là, ils ont dû gravir des échelons beaucoup plus durs que la plupart d'entre nous pour en arriver là. Et c'est un sacrifice de vie énorme aussi. Ils doivent pas manger beaucoup, bien sûr. ou en tout cas différemment. Ils doivent pas se reposer beaucoup. Ils partent en centre d'entraînement à 13 ans à l'autre bout du monde. Ils sont séparés de leur famille très jeunes. Et au-delà de ça, pendant 15 années de leur vie, de leur carrière professionnelle, leur rythme de vie est cadré par des matchs et par des compétitions. Donc il n'y a pas de soirée, ou en tout cas très peu. Ils ne profitent pas de leur vie. Donc c'est un vrai sacrifice. Donc on peut les regarder comme on veut aujourd'hui, multimillionnaires avec des salaires exorbitants, mais moi je regarde pas combien ils nous coûtent, je regarde surtout combien ils rapportent à ces gens-là, à ce système-là. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on regarde, c'est combien ça coûte, mais combien ça nous rapporte. Bah oui. Parce que quand je vois le nombre de dépenses qu'on peut avoir dans ce pays qui sont pas forcément très bien utilisées, là je peux regarder les coûts, mais le rapport il est nul. Bien sûr. Parce que quand tu vois, je vais donner un exemple, ma fille est partie aux urgences hier parce qu'elle s'est cassé un ongle dans une porte. 4h30 aux urgences pour un ongle. Mais en fait, vous dites pas à un moment donné qu'il faut accélérer les investissements sur l'hôpital, accélérer les investissements sur la santé, accélérer l'investissement sur l'armement, parce que on est quand même aux portes d'une guerre qui va tomber dessus dans pas longtemps, et qu'on a 3 jours de munitions devant nous. Enfin, clairement, on va se poser des bonnes questions. Non mais ouais. Honnêtement, on pourrait rentrer dans ce sujet et en parler des heures, mais il y a trop de choses, et il y a beaucoup plus d'impôts qu'avant. Ouais. Donc je veux bien quand tu as une Amérique qui est endettée à plus de 45 milliards d'euros parce qu'on a fait des chantiers qu'on n'a même pas terminés, blague. Tout ça, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous n'entreprenez pas et que vous n'investissez pas, ce sont les mêmes qui gèrent vos putains de retraites et votre avenir. Et vous leur donnez les clés de votre vie. Alors, le but, c'est pas de vous dire de voter pour un camp ou l'autre. Franchement, moi, je vous dis la vérité, je ne vote pas. Voilà, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez me dire tel candidat, truc, ouais, à droite, ouais, à gauche, machin. Aujourd'hui, c'est même plus la France, c'est l'Europe. Il faut juste être honnête avec ça. Et les décisions sont plus prises à Paris, elles sont prises à Francfort. Voilà, et en fait, il faut agir sur ce qui peut modifier votre quotidien. En fait, c'est que moi, concrètement, entre investir, entreprendre ou être salarié, bah oui, en fait, j'ai agi pour modifier et ça a modifié objectivement mon quotidien. Et typiquement, on parlait de guerre, qu'il y ait une guerre ou pas, peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura une, mais quoi qu'il arrive, vaut mieux avoir de l'oseille pour pouvoir te prémunir, préparer ta famille, éventuellement te casser, que subir le truc. Je suis un peu plus patriotique à ce niveau-là, mais ouais, j'entends ton discours. On se défendra, quoi qu'il arrive, on sera là, on est français. Et regarde. On a eu des bonnes choses, on a quand même profité d'un système qui est quand même très avantageux. Mais aujourd'hui, il est en déclin. Je vais te donner une stat.
qui est malheureusement vrai. Malheureusement. L'Ukraine, ok, et je me prends pas pour un expert. Non, franchement, politiquement, honnêtement, j'ai d'autres sujets au quotidien. Mais l'Ukraine consomme 5000 obus par jour, d'accord, pour juste tenir le front face à la Russie, avec des aides des États-Unis, de l'OTAN, etc. La France, c'est la seule d'Europe qui est en train de mettre la pression là pour rentrer dans le conflit. Tout le monde est en train de freiner des cas de fer. La France produit combien, à ton avis, en un mois d'obus? Donc, consommation 5000 jours. Ouais. Ok. Combien d'obus, à ton avis, par mois? 300. 3000. Non, mais voilà. Et après, ça fait des photos de je fais de la boxe, truc. Bon, on va pas rentrer trop dans les sujets. Après, mais il a le droit de se divertir. Mais je pense que la photo n'était pas bien tombée. En fait, parce que c'est de la politique, c'est de la politique marketing, en fait. Moi, je vous conseille de lire Sun Tzu, L'art de la guerre. C'est un livre qui a été écrit par un chef de guerre il y a des dizaines de siècles, d'accord. La guerre, tu te lances dans la guerre quand tu es prêt à la gagner, quand tu sais que tu vas la gagner d'avance. Sinon, tu la prends. Enfin, tu te lances pas, tu fermes ta gueule. Qui veut la paix prépare la guerre. Exactement. Celui qui parle de guerre et qui veut y aller, c'est que généralement il veut pas y aller et qu'il a peur et qu'il essaie de montrer les crocs pour éviter de se battre. On est dans un système de géopolitique et là encore une fois on dépasse. Mais je pense qu'il faut juste aujourd'hui se prémunir sur ces trucs-là parce qu'on n'est pas à l'abri que demain. Et en fait, l'état dans lequel on vit aujourd'hui est tenu par des gens qui n'ont pas connu le terrain ou qui le connaissent très peu. Donc, ce qui fait que, comme tu as dit tout à l'heure, on dépend de ces gens-là. C'est comme si je te disais que je dépendais d'un chef d'entreprise qui partait en vacances tous les jours avec l'argent de la société. Exactement. C'est un peu le même système. Quand je vois que c'est une très bonne administration. Ouais, notre cher ami AH part à Tahiti pour le mariage de sa fille. Sur l'oseille de la mairie. Alors que ma taxe foncière a fait x2. Alors qu'on a fait un x50. On est à 52% d'augmentation de taxe foncière. Ça me casse un peu les couilles. Bah, en fait, je veux bien payer le mariage de sa fille, mais il faut que je sois invité quand même. Voilà. La corbeille de la mariée. Ouais, ceux qui se marient, c'est donc. Pour la petite ref. À quelle heure je te. Non, mais en fait, c'est ça. Et en gros, le but, encore une fois, moi, je pense que la politique fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de gens. Et quand tu regardes BFM ou CNews toute la journée, etc., ça ne te rend pas service. Tu dois aussi savoir t'extraire de ces sujets-là. Exactement. Te poser sur tes propres... En fait, là où tu as le plus de levier, c'est toi-même. C'est toi-même, ton entourage, ta vie, etc. Donc, à partir de ce moment-là, tu vois, c'est pareil, le sport. Bah, en fait, oui, d'un point de vue global, les gens font pas assez de trucs, machin, ou ils se nourrissent mal, machin. Mais déjà, qu'est-ce que tu fais pour toi? Voilà. Quels sont tes choix dans ton quotidien? Le me-time. Exactement. Et pareil, tu vois, sur l'argent, on dit l'État, truc, d'accord, ok. Tu dis qu'un tel, il a trop d'avantages en étant ministre ou autre. C'est souvent des magots, tu vois. Et je suis le premier à dire que, honnêtement, moi, je suis très content quand le président il reçoit un autre président à Versailles, oui. En fait, j'ai pas envie qu'il ouvre une barquette Marie ou Fleury Michon, il faut garder réchauffée au micro-ondes. Voilà, c'est en fait ça je m'en bats les couilles, genre c'est pas le problème. Ça passe par là la place d'un pays dans le monde, ça passe par le luxe. Évidemment. Qu'il ait dépensé 20 millions d'euros pour un repas, ça me choque pas. Mais oui, mais évidemment. Par contre, il faut voir tout ce que ça rapporte derrière. Il faut juste bien répartir les impôts. Exactement. Je veux bien payer des impôts pour le président, qu'il soit bien payé, que les ministres soient bien payés, il y a pas de problème. C'est ça. Mettez-nous de la compétence. Et c'est des sujets qui certes te touchent si tu y penses, mais en soi ça t'empêche pas d'entreprendre. Moi, je veux dire, j'ai commencé à entreprendre sous François Hollande. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le principe de l'inaction totale. Voilà. Et si tu veux, j'ai gagné de l'oseille sous François Hollande, je gagne de l'oseille sous Macron. Demain, ce sera plus Macron ou pas, ou peut-être que ce sera lui truc. On gagnera toujours de l'argent. En fait, tant que tu entreprends, que tu fais des choses, que tu investis, etc., plus tu gagnes du temps, tu te dégages du temps grâce à ton argent, plus tu peux te former à apprendre des choses, plus tu peux diversifier tes actifs, moins tu es dépendant d'un gouvernement. Et tes activités. Et au moins, bah oui, peut-être que demain, il y aura un gros sujet. Et à ce moment-là, entre Bernard Arnault, qui a ses actifs qui sont répartis dans le monde entier, où la France, dans son chiffre d'affaires, représente à peine 10%, en fait, LVMH, demain, tu sais, c'est souvent les discours des magots de dire... ouais, on va saisir les milliardaires et tout, mais tu crois que tu vas... les milliardaires, ils s'en vont en fait. Mais tu crois que tu vas faire quoi? Ils ont déjà les leviers pour prendre leur valise. Mais bien sûr, parce que c'est pas des petits fonctionnaires. C'est pas Mélenchon qui va aller choper Bernard Arnault. Mais bien il est sûr. gentil. Et quand j'ai un Mélenchon qui dit moi je suis la République et qui fait tout pour être anti-républicain,
il faut se poser les bonnes questions. Et encore une fois, je fais pas de politique. Non, mais voilà, il faut être honnêtement, cohérent. le but, c'est... Moi, franchement, j'ai même pas envie d'être affilié à un camp parce que vraiment, je m'en carre. On n'est pas représenté le fion. Aujourd'hui, dans nos vies, on n'est pas représenté du tout. On est sur un président qui a ses capacités, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de présidents qui aient quand même aussi sa capacité intellectuelle à pouvoir bien gérer les problèmes, comme il les a gérés, avec tous les défauts qu'il peut avoir. Je pense que c'est un métier qui est très dur, quoi qu'il arrive. C'est un métier qui est super dur. T'es mal payé. Franchement, 15 000 €, c'est de la merde, excuse-moi. Oui. Là, les gens vont être choqués, mais attendez, juste... Là, pareil, on parlait de Mbappé. Mbappé, les gens, ils sont choqués parfois par sa rémunération, etc. Mais je crois que vous ne regardez pas au bon endroit, les amis. Encore une fois, prenez de la hauteur. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il faut lever les gens vers le haut, pas le bas. Quelles sont les meilleures rémunérations? C'est les gérants de fonds d'investissement. À ton avis, salaire du plus gros... Enfin, rémunération, c'est plus des salaires à ce niveau-là. Rémunération du gérant de fonds... Des millions. 1,4 milliard en un an. Voilà. Plus grand gérant de fonds du monde, l'année dernière. Il a pris 1,4 milliard. Bouffon. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est mec genre, t'en as qui pleurent. Macron, il gagne 50 millions. Macron, il pourrait être aujourd'hui en banque privée comme il a été et gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'il gagne aujourd'hui. On se plaint pas des rémunérations, on se plaint de décisions stratégiques. Parce qu'en fait, comme t'entreprends, que j'entreprends, on a chacun des boîtes, on gère des salariés, des trucs. Tu dois prendre des décisions stratégiques, c'est la base. C'est la base. Mais bref, le but, franchement, c'est pas du tout de vous orienter vers le sujet politique. Non, franchement, honnêtement, c'était pas le sujet. On y vient parce que ça fait partie du système, en fait. Voilà, c'est un cercle vertueux. Le but, c'est de prendre conscience qu'il faut se bouger. Il faut pas être dépendant des autres. Parce que le meilleur moyen de ne pas stresser, c'est de faire les choses. Et en fait, pour faire les choses et les faire correctement, on se forme. Alors là, je prêche pour ma paroisse truc. Mais en vrai... C'est la base. Qui est né avec de l'expérience? Enfin, je veux dire, personne. L'expérience, comme on a dit avant le podcast, jusqu'avant que j'arrive, l'expérience, c'est la façon de se relever après chaque échec. Bien sûr. Et en fait, celui qui réussit, et c'est dit et redit dans plusieurs vidéos que je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est une vérité, celui qui se relèvera une fois de plus, c'est celui qui aura gagné. Tu peux te dire, j'ai échoué, je passe à autre chose, c'est plus pour moi. Bien sûr. Ou tu peux dire, j'ai échoué parce que j'ai... trouver le problème, le point qui a fait que j'ai échoué, et recommencer. Et typiquement, tu vois, tu parlais de toi, ton agence IMO. Ouais. Je veux dire, là, tu as créé ta première agence, tu as appris des trucs, il y a eu des victoires, j'imagine aussi des échecs. J'ai ouvert en 2017 l'agence. Voilà. 2020, je me mange un Covid. 2018, je me mange des gilets jaunes parce que je suis en plein 11e. Imagine, dans 10 ans, tu réouvres une agence IMO, tu auras... 1 million d'expériences qui te permettront d'accélérer dans plein de domaines, etc. etc. Et en fait, le principe des formations, c'est que ce retour d'expérience, il te fait accélérer très fort. C'est que plus tu te trompes tôt et que tu comprends tes erreurs tôt, plus tu vas rebondir et ainsi de suite. À un moment donné, tu arrives au produit parfait. Mais là, clairement, tu pointes du doigt un vrai sujet parce que j'ai mon agence depuis maintenant 8 ans. À titre personnel, et là je développe un nouveau système d'agence parce que j'ai connu l'agence traditionnelle, etc. Mais aujourd'hui je veux un système hybride entre l'agence traditionnelle et les réseaux mandataires. Donc aujourd'hui je suis en train de développer un système, alors c'est un teaser parce qu'on n'y est pas encore, mais on va y arriver dans très peu de temps, un réseau d'agences avec des gens qui ont, d'une part, c'est une des prérequis, c'est d'avoir de l'expérience de 2 ans minimum pour pouvoir être dans le réseau. D'accord. Et mais donner surtout un pied à terre à tous ces agents immobiliers pour pouvoir les aider à rédiger les compromis, etc. Alors apporter vraiment le système de l'agence traditionnelle avec la liberté du réseau mandataire et des rémunérations plus qu'attractives que dans une agence, on va dire, traditionnelle. Aujourd'hui, une agence traditionnelle paie entre 30 et 40% du montant des honoraires à l'agent commercial. Nous, on a décidé de le faire à 70%. Ah voilà. Jusqu'à 120 000 € et 80% à partir de 230 000 €. Donc, le mec qui va dire... T'embauches On embauche et on cherche des gens qualifiés. Donc, tu auras même un poste de dire responsable à ce niveau-là. Donc, nous, le but, c'est qu'on puisse développer ça et donner la possibilité à des gens qui sont des agences immobilières, qui travaillent, qui s'acharnent, de pouvoir gagner plus tout en faisant autant. Bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, je reviens sur le système de la méritocratie. Pourquoi je vais donner 30 ou 40% à un mec qui a tout fait? Donne-lui 70 ou 80%. Exactement. Ouais. Et donc, il y a des systèmes qu'on va mettre en place pour pouvoir leur donner accès à tous les logiciels, tous les trucs, qui va arriver en très peu